Donc, qui est Mireille Nana? J'ai envie de dire, de manière vraiment aussi simple et la profondeur de ce qui vient de mon cœur, Mireille Nana, c'est d'abord la fille de Dieu. C'est d'abord ce qui m'identifie. Sincèrement, c'est mon identité première. Je suis avocate en droit des affaires. Je pratique également en droit de la franchise avec, une expertise que, je développe, tranquillement, en droit de transport aérien. Donc, voilà, donc je suis la fondatrice, d'Aura Avocat, anciennement connue sous le nom de MLT Avocat Inc. Inscrite au barreau du Québec depuis combien d'années? Là, le barreau du Québec, inscrite depuis 2016. Mhm. Oui. Mais parce que j'ai fait mes devoirs, je sais que vos études de droit, c'est pas ici que vous les avez faites, vous les avez fait ailleurs. Vous êtes venu ici. Tout On peut faire ce petit retour en arrière. Donc, grosso modo, la formation en avocat. Bien sûr, la formation vraiment, juridique et cetera, j'ai fait la France, j'ai fait, l'université de Chambéry où j'ai eu un master en droit des affaires avec une spécialisation en droit entreprise et puis entreprise en difficulté également. Mhm. Puis aussi, j'ai été à la Sorbonne à Paris, Paris 1er, et j'ai tenu quand même, je voulais connaître le système juridique du pays dont je suis originaire, dans le Cameroun. Donc j'ai fait également une maîtrise, en droit des affaires au Cameroun. Donc il faut dire que le droit des affaires, fait partie de mon parcours, depuis longtemps. Donc, on peut dire que vous êtes inscrite au barreau du Québec et au barreau du Paris. Mais le barreau du Cameroun, j'ai fait la démarche et cetera pour l'inscription aussi parce que, au départ, c'était vraiment toute la question: «Est-ce que je m'inscris ou pas du tout?» Mais là, je pense qu'avec, j'ai envie de dire les projets futurs, ça s'impose maintenant comme plus comme c'est plus une option, ça devient une obligation. J'ai entendu projet futur. Bon, je vais revenir là-dessus. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi avoir choisi ce métier? Je pense que, c'est né de manière, assez, d'une manière fortuite là, le désir d'un enfant. Je pense qu'enfant, par contre, on va certainement voir, des injustices, et puis, moi, mon père était un homme d'affaires, donc forcément, comme je dis toujours, c'est vraiment très, très, très jeune, que j'ai, eu vraiment l'idée, sans savoir forcément ce que ça représentait de devenir avocate. Tout ce que je savais, c'est ça se distinguait forcément du fruit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Que mange un avocat en hiver? Mais vraiment, j'ai été, conduite par ce désir-là, donc j'ai fait mon bac en littérature, je n'ai pas cherché, d'autres alternatives à l'université, si ce n'était celle, de compléter mes études en droit. Et puis, il y a vraiment au cours du processus, parce que quand même primaire jusqu'en troisième année, c'est vraiment des cursus assez général. Donc c'est à partir de la quatrième année de droit qu'on parle vraiment de spécialisation. Donc, puis en quatrième année, j'étais vraiment très passionnée par tout ce qui est, le droit des entreprises, mais comment aider les entrepreneurs, comment Mais structurer une est-ce que ça, entreprise et tout. excusez-moi de vous interrompre, est-ce que Oui. ça vient le droit des entreprises ou droit des affaires? Est-ce que ça vient du fait que papa est entrepreneur? Est-ce que c'est une influence? Je pense que oui, je pense que ça a eu une influence parce que par la suite, la clinique juridique que je mets en place, c'est en hommage aussi à l'entrepreneur qu'il a été avec le désir vraiment d'aider, des entrepreneurs de calibre, mais qui parfois peuvent passer par des situations un petit peu difficiles. Donc oui, et puis même aujourd'hui, parce que quand je regarde à certaines de ses réalisations, pour certains projets, pour certaines de ces entreprises, mais ici, s'il y avait eu, tel conseil, ça aurait été différent. Ici, s'il y avait eu plus une question de restructuration, on aurait sauvé l'entreprise. Ici, peut-être qu'il y avait eu une réduction de la main-d'œuvre et cetera et puis qu'on avait positionné le produit autrement. Peut-être que les réalités auraient été diverses aussi. Donc, je pense que oui, je pense que ça a vraiment une très grosse influence sur ce que j'ai Sur fait. le parcours, tout à fait. Ouais. Euh, j'ai dit au début, oui, on est à Aura Avocat, puis à Normandie de Aura, oui, qui découle de MLT Avocat. Comment on arrive à Aura? C'est-à-dire qu'il y a eu l'autre structure avant.
Mais en fait, c'est pas qu'il y a une autre structure avant. C'est vrai aussi qu'il y a plusieurs personnes qui m'interpellent parce que cette année, on a organisé un événement, mais c'était un événement qui voulait vraiment mettre en lumière notre nouveau positionnement, parce que le positionnement change, on grandit aussi. Donc forcément, avec le changement de nom, viennent plusieurs, j'ai envie de dire quelques intrigues aussi, mais pourquoi ce changement de nom-là? MLT Avocat, ben, on a voulu l'enregistrer parce que à un moment, on veut se positionner véritablement. Et puis, il y a également toute la question de la marque de commerce. On ne veut pas seulement être une entreprise, on veut vraiment être des entrepreneurs en mouvement. Je pense que c'est d'abord ça aussi qu'il faut pouvoir représenter. Donc là, je veux enregistrer la marque MLT Avocat, puis je me rends compte, il y a un cabinet qui a enregistré cette marque-là, puis c'est un cabinet d'avocats. Donc, je ne veux pas avoir de courir des disputes à savoir si on accorderait aussi à notre cabinet d'agir sur ce nom-là. Donc, j'ai plutôt décidé d'utiliser le nom Aura que j'avais déjà mis en place pour notre réseau d'affaires. Et vraiment, c'est un nom qui vient quand j'étais en pleine réflexion. Puis Aura, je pense, c'est chez les Romains, ça représente une danse en cercle, en fait, qu'ils font en se tenant la main. Donc, il y a vraiment un esprit de solidarité, de convivialité, puis il y a une certaine dynamique parce que c'est vraiment la communauté ensemble, en fait, qui fait des parts de danse assez rythmées pour apporter une atmosphère assez joviale. Puis quand on parle aussi de aura, ben, c'est ce qu'on dégage aussi. Puis dans MLT, on avait mouvement, liberté, puis transition, parce que je dis toujours, pour un cabinet d'avocats, en droit des affaires, ben, on est la transition entre le projet du client et puis sa matérialisation, parce que je dis toujours aussi à mes collègues, en droit corporatif, le client vient avec ses rêves, avec des idées plein la tête, mais en fait, c'est toi qui vas le structurer. Donc, dépendamment de ce que tu vas faire, ça peut avoir un impact assez significatif, ou bien, si on se trompe, ça peut vraiment être source de différents problèmes. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment le M représentait le mouvement, le L, c'est la liberté, parce que tous autant que nous sommes comme entrepreneurs, on aspire à une forme de liberté. Aujourd'hui, on parle de liberté financière, mais même juste de gérer mon temps aussi. J'aimerais avoir cette liberté-là. J'aimerais avoir la liberté de pouvoir choisir les clients que j'ai envie de choisir aussi. Puis, il y avait vraiment toute la partie transition, parce qu'on a vraiment l'avocat, on a le client, puis on a les projets. Puis, on fait aussi du litige civil et commercial. Donc, de pouvoir voir des réalités, d'interprétation de contrat, des disputes qu'il peut y avoir entre actionnaires, ben on est également j'ai envie de dire cet instrument de transition là entre le contrat qui a été rédigé, ben, l'interprétation et puis la représentation du client auprès d'un tribunal. Donc tout ça, je le vois beaucoup dans Aura Avocat parce que son H c'est le côté humain aussi, puis le O c'est le côté organisationnel, le R c'est pour le côté relationnel et puis il y a le A qui est l'accompagnement. Donc c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on veut dégager. Je pense que quand on entre, il y a un mot impact, on veut impacter. C'est ce que j'avais moi. Ouais. Tout ça, c'est pour peut-être impacter. Ouais. Ça tombe bien par rapport à ce que Allemand vous disiez. Le client, le coup. Qui c'est qui vient nous voir? Et pourquoi il vient nous voir? Parce que, et je vais vous dire, droit des affaires, on a l'image de ça montre que mon horizon est très gris, mais on a l'image de ces fusions-acquisitions. Voilà, il y a justement une table comme dans votre salle où vous nous recevez. On a une longue table et puis en face, il y a une équipe d'avocats. Puis de ce côté, il y a une autre. Puis voilà, j'achète ton entité, tu rachètes la mienne. Voilà, on signe et tout. C'est toujours l'impression qu'on a quand on parle du droit des affaires ou alors, comme vous avez dit à un moment donné, vous avez parlé de litige. Mais de manière, alors là, je caricaturais, j'essaie, mais Aura, qui c'est qui vient? Mais c'est vraiment des entreprises, c'est des entrepreneurs. Après, il faut dire qu'il y a une clientèle assez variée parce que on veut répondre quand même aux besoins du grand nombre. On peut avoir autant des petites entreprises, des entrepreneurs qui se lancent en affaires et qui veulent se constituer une société par action, autant que des entreprises qui veulent procéder à une forme de réorganisation. Et puis, on est à l'ère de l'achat-vente d'entreprises. On parle sur quelques années d'un peu plus de 34 000 entreprises qui vont se vendre au Québec. Donc, j'avoue que c'est un marché qui est assez intéressant.
Donc, il y a également eu beaucoup de spécialisations qui sont maintenant jugées un petit peu plus utiles aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se passer. Donc oui, c'est vraiment une grosse clientèle d'affaires, puisque même la partie litige, c'est vraiment le litige corporatif, donc c'est les disputes entre actionnaires. Puis on va également avoir des questions en immobilier. Ça arrive rarement, peut-être un cas sur deux, qu'on sorte un petit peu de ce cadre-là, mais vraiment l'objectif est de rester assez fidèle à la niche auprès de laquelle on veut vendre nos services. Oui. L'avocate qui va accompagner, ça fait deux fois, j'en prends notre compagnie, qui va accompagner une entreprise, le chef d'entreprise qui veut lancer son entreprise. De manière concrète, l'avocate accompagne un entrepreneur comment? Ben en fait, je vais peut-être vous prendre un exemple. Oui. Prenons l'exemple de Monsieur Paul, par exemple, qui veut constituer une agence de placement. Il veut partir une agence de placement, mais il y a des règles en fait qui s'appliquent pour avoir une agence de placement. Dépendamment du nombre d'employés également que la personne veut retenir, ben il y a tout ce qui est relatif à la charte des droits, la charte de la langue française, etc. On a également toute la question de la loi sur la protection des informations personnelles. Dès le moment où il vous parle de, je vais avoir un site internet et puis je vais avoir à collecter, si je puis m'exprimer ainsi, les informations personnelles, soit des personnes que je vais placer et puis ou même des patients auprès desquels je vais devoir placer mes employés. Donc, quand cette personne-là vient nous voir, elle veut créer une entité. Mais maintenant, c'est quoi la forme d'entreprise qu'il lui faut véritablement? Est-ce que c'est toujours la Inc? Est-ce que c'est une SENC? Est-ce que c'est une SEC? Est-ce que la personne a la vision sur le long terme d'être seul, d'avoir des investisseurs, des partenaires, etc. Donc, on va prendre ça en considération. Donc, à partir du moment où on a tous ces enjeux-là, mais en fait, c'est l'avocat en droit des affaires qui dit, mais voici la forme d'entreprise qui serait idéale, puis voici j'ai envie de dire, les évolutions futures aussi. Puis, on va également considérer, mais c'est quoi son budget prévisionnel, en fait, ses états financiers prévisionnels, pour savoir, parce que dépendamment du chiffre d'affaires que cette entreprise pourrait réaliser, ça pourrait être très dangereux de conseiller à la personne de d'abord être travailleur autonome et puis de procéder à un roulement fiscal une fois qu'il aura atteint certains revenus. Parce que si on l'avait vu plus tôt, en principe, et qu'on a bien fait l'analyse, mais c'est au jour 1 qu'il faut incorporer cette personne-là. Maintenant, la difficulté parfois ou bien les problématiques parfois qui vont être soulevées, c'est, mais je vais être dans la compagnie, mais il faut que je me verse un salaire et puis comment je vais faire. Donc, il y a toute une stratégie qui vient là-dessus, qui vient avec ça, en fait. Donc, l'avocat en droit des affaires, c'est pas seulement celui qui va constituer l'entité que son client, dont son client a besoin, mais c'est celui qui va vraiment organiser son client. Donc, c'est une structure, en fait, qu'on met en place pour le client, parce que l'objectif est de véritablement répondre à un besoin. En regardant également sur du long terme. Parce que je ne pense pas, puis je suis avocate, mais je suis entrepreneur aussi. Donc, je veux mettre en place une structure qui me permette de ne pas forcément avoir à la défaire dans 5 ans ou dans 6 ans parce qu'au départ, les bases n'ont pas été bien mises. Parce que c'est là au début, oui, parfois on se dit, je vais dépenser beaucoup d'argent, mais c'est sûr que défaire coûte encore un peu plus cher. Donc, c'est pour ça que l'avocat en droit des affaires est là. C'est gratuit pour celles et ceux qui nous écrivent et qui sont ou qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous leur dites, ayez une avocate d'affaires dès le début. Oui. 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 Oui, parce que j'ai vu sur les dernières années j'ai même été sollicitée d'ailleurs par des infirmières parce que en plus il faut prendre en considération qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis régie par un ordre professionnel, etc. Et puis est-ce que mon ordre professionnel permet que je puisse par exemple m'incorporer. Il y a eu plusieurs personnes qui sont déjà venues me voir en disant mon contact m'a incorporé mais je suis infirmière. J'aimerais que vous m'incorporez parce que j'ai une amie qui me dit que elle se fait incorporer par un comptable mais elle est infirmière. Mais la problématique est que l'ordre des infirmiers, il n'y a pas un règlement qui permet à des infirmières et infirmiers d'exercer leur profession dans une société par action.
Donc, en principe, tous les infirmières et infirmiers qui exercent dans une société par action, c'est contraire à leurs règles déontologiques. Qui les a fait? Ce sont les comptables. Pourquoi? Parce que la vérification n'a pas été faite. Donc, en principe, là, on a une obligation de due diligence. Je pense que c'est une obligation qui va au-delà, j'ai envie de dire, avec tout le respect que je peux avoir pour tous les autres professionnels qui font sensiblement, qui nous font sensiblement concurrence, là, on a une obligation de due diligence qui est assez élevée. Donc, forcément, ça prend de s'assurer que, ce que je suis en train de mettre en place, mais c'est utile, pour mon client, c'est permis par rapport à ce qu'il veut faire, et puis ça répond également à son besoin, à sa vision sur le long terme. Parce que c'est d'abord une vision, en fait, qu'on encadre quand on accompagne un entrepreneur. Avec tout ce que vous venez de me dire, je me pose la question, je vais dire, c'est une dame occupée, très occupée. Sauf que, à côté de ça, vous trouvez quand même le temps de mettre en place, on le voit d'ailleurs, une clinique juridique d'affaires. Je sais que beaucoup de cabinets ont créé comme ça de cliniques juridiques. On le voit là beaucoup ici au Québec. Et là, c'est spécifiquement clinique juridique d'affaires. Je voudrais vous entendre là-dessus. Clinique juridique d'affaires, évidemment, vous restez dans votre domaine, qui est ce qui est des affaires. Donc, clinique juridique d'affaires, je dois entendre clinique juridique pour des entreprises. Oui, absolument. Ça consiste en quoi? Mais déjà, c'est un OBNL. C'est un OBNL qu'on a vraiment voulu distinguer du cabinet. Et puis, ça n'a rien à ça voir n'a avec vraiment rien à voir avec le cabinet. C'est vraiment enregistré comme une personne morale complètement distincte. Et puis, en fait, c'était le désir de répondre à un besoin. Je pense que ça vise plus une complémentarité, parce que on se rendait, je me rendais compte avec les entrepreneurs qui venaient me rencontrer quand ils avaient des difficultés, quand ils avaient des problèmes, des litiges aussi, et qui ne pouvaient pas du tout se permettre de payer les honoraires d'avocat. Mais l'aide juridictionnelle ne peut pas répondre parce qu'en fait, c'est une société, c'est une entreprise en fait qui a cette difficulté-là. Et puis, et l'aide juridictionnelle a ses critères et puis ses principes, et il y a certains mandats assez spécifiques. Donc la question était de savoir qu'est-ce qu'on fait des autres, qu'est-ce qu'on fait par exemple des entrepreneurs qui ont de la difficulté, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas également l'information. Parce que je ne vais pas dire que au sein de la clinique juridique, on fait des représentations des entrepreneurs à la cour. Ça, c'est la vision sur le long terme. Ça, c'est ce qui viendrait vraiment un peu plus tard, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, en fait, parfois, les litiges, les difficultés, etc., c'est parce que la lecture du contrat, comment est-ce qu'on a lu son contrat, ce dont on s'est engagé, ce qu'on a promis, etc., donc ça part par une information. Parce que je pense que, justement, c'est un adage qui dit « mon peuple meurt faute de connaissances », puis on le voit également en affaires. Donc, il y a des entreprises qui ont fermé les portes tout simplement parce que le manque d'informations. Donc, comment est-ce qu'on peut les informer? Comment est-ce qu'on peut les encadrer? Donc, par cette analyse-là, j'ai contacté d'autres avocates, dont les avocates en droit transactionnel et puis également en fiscalité, qui siègent sur le conseil d'administration. Puis, on a mis en place la clinique juridique d'affaires vraiment pour répondre à ce besoin d'information et de formation. On a accompagné au cours des dernières années quand même, lors des formations, un peu plus de 200 entrepreneurs qui se sont connectés avec nous. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt à comprendre comment ça se passe. Je sais d'ailleurs que j'avais discuté avec un avocat qui disait « Oh, je savais pas qu'il pouvait avoir ce genre d'informations-là, notamment pour les OBNL. » Alors, c'est un OBNL, mais vous savez également, dans les OBNL, les conflits entre les membres d'un conseil d'administration, les conflits qui surgissent lorsque l'OBNL commence à générer du revenu entre le fondateur et puis également, qui généralement parfois se fait évincer, et puis le directeur général, les membres du conseil d'administration, on les vit tous les jours à travers le Canada de manière générale. Donc maintenant, mais comment est-ce qu'il faudrait leur répondre? Puisque l'aide juridictionnelle ne pourrait agir dans des cas spécifiques de mandat qu'il couvre que si l'ensemble des membres de l'OBNL répondent aux critères de l'aide juridictionnelle. Et s'il y a une personne qui ne répondait pas, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une question plutôt de structuration du conseil d'administration, qui n'a pas forcément les moyens, parce qu'ils vivent sur la base des subventions, comment est-ce qu'on fait? Donc, on s'est dit, on va répondre à ces enjeux-là. Et vous avez vu qu'il y a une demande? Il y a une demande.
Il y a une demande. Maintenant, on n'est pas allé assez agressif sur le marché. On n'est pas allé assez à prendre de la place. Puis je pense que les choses vont devoir changer pour la prochaine année parce qu'on veut vraiment montrer ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire. Et c'est d'où toute la campagne qu'on met en place en faisant également appel à d'autres professionnels parce que ce n'est pas seulement une clinique. On parle de clinique juridique, mais aujourd'hui, le juridique a besoin du support fiscal, comptable, etc. Parce que nos entrepreneurs ont des enjeux autant en comptabilité, en fiscalité que des enjeux juridiques. Ils ont même également des enjeux opérationnels. On parle de marketing, on parle de gestion d'affaires, de gestion de projets, etc. Donc, tous ces professionnels-là, quand même, vont être sollicités afin que nous puissions ensemble comment dire, accompagner les entrepreneurs. Et le mot, c'est la résilience. C'est vraiment les entrepreneurs résilients qu'on veut accompagner. Maintenant, il y a des critères. C'est sûr qu'il y a des critères parce que même hier, je me faisais des réflexions et puis je disais, ben, admettons que qu'il y a un entrepreneur qui a utilisé les revenus de sa compagnie, par exemple, pour faire s'offrir des voyages de luxe. Pensez-vous, je vais me taper des heures de travail pour lui permettre de se relever pour le même style de vie. Non, je pense qu'on se bat vraiment pour que le reste de la société puisse bénéficier de de ce qu'on sacrifie, parce que ça prend un sacrifice pour en arriver là. Et puis, comme entrepreneur, mais pour que ça puisse fonctionner, ça nous prend également de faire des sacrifices. Donc, c'est sûr qu'il y a des critères de sélection Donc, qui quelqu'un sont comme mis ça, en là, place. je ne veux pas m'élargir là-dessus, mais quelqu'un comme ça, vous dites non. Mais en regardant à comment est-ce que la personne a géré ses finances aussi. Vous comprenez? Parce que il y a une question de crédibilité. Il y a une question de crédibilité, puis il y a une question de accountability également. Donc, est-ce que la personne comprend les enjeux? Est-ce que la personne comprend où on l'emmène? Est-ce que la personne est prête à faire des sacrifices? Vous Est-ce qu'elle comprenez? vient vous voir Ça. pour une restructuration, pour l'aider à, je sais pas, je pense que c'est ça le mot, elle vient vous voir pour une restructuration, vous dites non? Mais en autant qu'elle est prête à sacrifier Certains modes de certains vie. modes de vie, oui. Mais si ma restructuration, c'est pour te donner les moyens, parce que parfois, ça va également nécessiter, parce qu'il y a également l'objectif de devoir créer des partenariats, aller chercher des partenariats avec des banques. Pensez-vous que les banques vont nous faire confiance si c'est pour ça? Mais on va tout de suite perdre la face, là, également au niveau des institutions financières dont ça prend pour qu'on puisse avoir la confiance de toutes les différents intervenants dans l'écosystème qu'on veut mettre en place, que les personnes qui vont être impliquées dedans également puissent comprendre qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire. Même moi, comme entrepreneur, je dois faire des sacrifices. Il y a des sacrifices que je dois faire au niveau personnel parce qu'il faut d'abord que la société elle puisse j'ai envie de dire, répondre d'abord elle-même aussi à ses besoins. Donc, c'est sûr, je prends, c'est un peu caricatural ce que j'ai dit là, vous comprenez? Mais ça va pas être les seuls critères, mais c'est sûr qu'on va regarder également là, parce que j'en ai vu des entrepreneurs qui, avec des marges de crédit, etc., ben, on prend des marges de crédit, par exemple, pour se payer des vacances dans le sud. On prend des marges de crédit pour s'acheter des sacs et des chaussures Louboutin. On prend des marges de crédit de la société, etc. Mais quand il y a des grands enjeux, quand il y a des produits, quand il y a des opportunités d'affaires qu'on aurait pu saisir, on peut pas les saisir parce que la marge de crédit, on n'a pas utilisé à bon escient. Parce que il y a la dépense puis à l'investissement en affaires. C'est la même chose aussi parce qu'on nous dit généralement, ben en location, je suis en dépense, puis qu'en acquisition d'une propriété, je suis en investissement, c'est la même chose. Donc pour quelqu'un qui est en affaires, un bon crédit pour un investissement, je dis bravo, je l'acclame. Maintenant, est-ce que il y a eu des enjeux, etc. au niveau du prêt et tout qui aurait pu être considéré, etc. Mais ça c'est une autre chose. Mais maintenant, un prêt qui ne sert pas à générer du revenu, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir faire certaines considérations. Ouais. Je voudrais qu'on aborde maintenant un autre aspect, un projet que vous avez, qui est un projet de formation. Oui. Des formations et on reste dans votre domaine, des formations pour entrepreneurs. Premièrement, je voudrais, en quelques mots, en quelques secondes, me dire d'abord d'où vous est venue l'idée d'offrir de formation pour, pour ces entrepreneurs. Ça a été la demande. Ça a été la demande parce que, ben, comme avocat, j'avoue que on va parler, c'est l'opportunité qu'on a de parler avec des personnes d'horizons ben, vraiment divers et puis également avec des enjeux également qui sont parfois complètement disproportionnés. Et puis, ce qui revient généralement, c'est l'information si je l'avais eue. Si j'avais su, je l'aurais pas fait comme ça. C'est aussi arrivé
lors même de rencontres, j'ai envie de dire, de groupes de personnes qui veulent se mettre en affaires ensemble, ben, qu'au final, en posant des questions, etc., ben, qu'ils se rendent compte, mais on n'est vraiment pas alignés. Puis on n'est pas alignés parce qu'il y a une information qu'on n'a pas eue. On est en train de me parler de constitution d'une société, et on est en train de me parler de sacrifice. Mais moi, ce que je voulais, c'était avoir déjà accès tout de suite à des fonds, etc. Donc, en regardant à tout ça, on dit, mais comment, comment donner de la formation? Comment donner de l'information nécessaire qui pourrait permettre à des personnes qui veulent se lancer en affaires et également à ceux qui veulent faire affaires ensemble de se poser des bonnes questions au bon moment avant de pouvoir cheminer. Donc, vraiment, c'était ça la préoccupation au travers vraiment, comme je dis, la clientèle que j'ai accompagnée au cours des dernières années. On parle quand même d'un peu plus de 500 entrepreneurs avec qui j'ai eu le privilège de m'entretenir au cours des dernières années. Donc, forcément, il en ressort quand même des enjeux qui sont assez différents, mais qui concourent à la même chose, c'est l'information, c'est la formation. On a beau être dirigeant d'entreprise, d'une PME, d'une petite entreprise actionnaire unique ou d'une entreprise à 100 actionnaires, certes, les enjeux, les préoccupations peuvent être différentes, mais on a tous besoin de formation juste à des paliers différents. Donc, c'est pour ça qu'on a dit formation. En quoi ça va consister? Mais Comment ça va se structurer? OK. Ben, en fait, pour cette formation-ci, qu'on lance là pour l'année 2026, c'est vraiment une formation pour la communauté. On parle de communauté d'entrepreneurs résilients. Donc, entrepreneurs résilients, on a baptisé, parce qu'il faut donner un nom au bébé, programme de résilience entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment, on a des formations qui vont se donner en ligne avec également soit une autonomie partielle des participants, de pouvoir se connecter également avec des préenregistrements qui sont déjà mis en place et la possibilité pour eux de pouvoir poser des questions à nos professionnels. Et puis, on a également des formations qui vont se faire en live aussi avec le professionnel et puis possibilité pour les participants d'également pouvoir poser des questions. Il y a des bootcamps qui vont être faits, des masterclass qui vont être donnés, etc. Puis, ce sont des formations autant sur les formes d'entreprise avec les enjeux fiscaux également qui sont reliés parce que entreprise individuelle, société par action, SUNC, etc. C'est quoi les enjeux fiscaux? On a également tout ce qui est question par rapport au risque de prêt, etc. Dépendamment de la forme d'entreprise et tout. Donc ça, ce sont des formations. C'est les éléments sur lesquels les formations vont être données aussi. On a toute la partie sur les ventes, achats d'entreprise. Comme je dis, on est dans cette ère-là. Il y a beaucoup qui sont curieux à savoir qu'est-ce que ça prend, comment procéder pour acheter une entreprise. Également, on veut répondre à ce besoin. Et il y a toute la partie fiscale, il y a toute la partie comptable, mais même il y a la partie conception de son plan d'affaires aussi. On peut être en affaires il y a 5 ans, mais le plan d'affaires, je pense, c'est la boussole qui nous permet de pouvoir poser nos jalons à mesure qu'on avance aussi. Donc forcément, cette partie-là qui se veut pratique et technique aussi, elle sera offerte lors de cette formation-là. On a toute la partie restructuration d'entreprise hors faillite, insolvabilité aussi. Parce que généralement, quand on parle de restructurer une entreprise, de manière générale, on pense tout de suite à la faillite, mais c'est pas le seul mécanisme par lequel on va restructurer une entreprise. Généralement, la faillite, je suis en train de fermer mon entreprise. Je suis pas en restructuration quand on y pense bien. Donc, ça fait partie un petit peu des formations. Je vous donne comme ça quelques lignes. Mais je fais partie des formatrices. On a également des avocats qui vont donner la formation, d'autres avocats en droit des affaires, en droit fiscal également, qui vont donner des formations. On a des comptables qui vont donner des formations et on est encore en processus de recrutement aussi pour des comptables. Je suis en négociation également avec des gens d'affaires, mais des gens d'affaires de quand même de haut calibre qui vont venir également partager de leur expérience, pouvoir être des mentors pour ceux qui vont également être là. Ouais. Vous évaluez, vous voulez passer avec une cohorte de combien de personnes? On a visé une cohorte de 250 pour l'année. C'est vrai que les cohortes sont de 6 mois. Donc, on parle approximativement, j'ai envie de dire, de 125 par cohorte. Oui. Donc, ce serait quoi, à peu près 2 cohortes par année? 2 cohortes par année, oui. Oui.
Ouais, donc comme c'est en ligne, on peut avoir des gens qui sont dans la région ici Tout à fait, ou ailleurs. ou Oui. ailleurs. On peut mettre ça pour 2026. 2026, oui. Comment on fait pour participer formation? Parce que là, il y a des gens qui regardent puis ils disent ben, il faut que j'y aille. Comment ils font? Ben, en fait, il faut s'inscrire. On a ouvert les listes d'inscription déjà sur Eventbrite. Il y a de la publicité aussi qui se fait dessus sur nos différents réseaux sociaux. Et puis, justement, c'était l'opportunité, là, en passant sur votre chaîne à vous, de pouvoir en parler parce que l'objectif, c'est de pouvoir communiquer sur le grand nombre. Je pense que on a assez longtemps resté un petit peu en sourdine. Et puis là, compte tenu des enjeux également économiques en ce moment, je pense que c'est le temps de pouvoir aider notre communauté entrepreneuriale, de pouvoir avancer avec des réponses spécifiques à leurs problématiques. Donc, on a également déjà ouvert aussi une liste d'inscriptions pour, et puis c'est également publié sur Eventbrite également pour les professionnels qui sont intéressés vraiment à embarquer avec nous. Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis, je pense 2 semaines. Les inscriptions sont ouvertes. Ouais. Et grosso modo, ça se passe comment? Vous voyez des gens intéressés et tout. Et il y a de l'intérêt. On attend vraiment des inscriptions parce qu'on y a quand même indexé un certain montant. Des formations comme celles qu'on va donner au Québec pour avoir fait des évaluations, c'est des coûts de 8 000 $ pour des formations comme celle-là. Pour la première cohorte, on s'est dit, OK, on va le mettre à un peu moins de 500, mais parce qu'on veut voir c'est qui... je pense que généralement, quand on n'investit pas dans une formation, on n'y accorde pas forcément tout l'intérêt nécessaire. Puis il faut ces 6 mois. Puis il y a des professionnels qu'on mobilise également pour venir accompagner ces entrepreneurs-là. C'est sûr que pour la première cohorte, c'est ça, mais l'objectif est également de continuer et puis de redonner vie, de donner la possibilité aux autres également d'être accompagnés. Donc pour la première, on part avec ce montant-là qui peut-être, qui sait-on jamais, peut-être que pourra être ajusté. Citer d'autres. Ouais. Ou mai des 26, mais à peu près quand le début? Début, c'est février. Début Février février. 2026. Il faut y aller Oui, là. il faut vraiment y aller là, oui. Et puis vraiment, il y a un nombre d'inscriptions minimales qui est requis pour qu'on le lance. Il y a la possibilité pour nous de pouvoir le reporter au cas où, mais vraiment, l'objectif, c'était de vraiment commencer au mois de février, là. Oui. Donc, vous avez déjà tous vos formateurs, vous m'avez dit. Les formateurs essentiels, vraiment pour les premières formations à donner, nos formateurs sont là. Au niveau des gens d'affaires qui ont montré de l'intérêt, il y a la liste qui est en train de se compléter et tout. Puis j'en suis vraiment satisfaite. Donc c'est sûr que on veut vraiment pousser au maximum également des partenariats avec d'autres organismes qui voudraient bien se joindre à nous. Je vais essayer là avec une question personnelle. On va commencer personnel. Nana, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous, on utilise un langage un peu familier là, qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui Ce qui me motive, je pense que, mais en fait, pour y répondre, on va parler de valeurs. Moi, j'ai posé la question. On va parler de valeurs parce que depuis de septembre à novembre, là, la dernière session hier, hein, mais ça devait être hier, et puis mais c'est une session de pitch. Donc en fait, j'ai accompagné des femmes qui veulent se lancer en affaires. Et puis, lors de cette formation-là, c'était tellement un peu plus fort que je l'avais pensé. Parce que quand on dit qu'on va aller en affaires, parfois on se dit, j'ai l'idée, mais on se pose pas la question, ça répond à quel besoin. Parce que véritablement, ce qu'on vend le mieux, c'est ce qui répond à un besoin qu'on a identifié. Parce qu'on se positionne comme étant la personne qui apporte la solution à la problématique qui a été identifiée. Même comme avocat, on se dit, ben, je vais être avocate en droit des affaires, mais quelle est la problématique à laquelle je vais répondre? C'est en fait à une problématique que je suis censée répondre. Et là, tout est question finalement de vision. Il faut avoir une vision, puis il faut avoir une mission. Et je pense que je le dis aussi à mes collaborateurs, en fait, c'est pas Mireille Nana que vous servez, c'est une vision, et puis c'est une cause, c'est une mission. Donc, parce qu'on est en mouvement. Maintenant, avec ça, il y a des valeurs aussi qu'il faut avoir.
Puis, j'ai invité plusieurs dames que je connais, entrepreneurs, etc., qui sont quand même relativement connues au Québec. Et puis, chacune venait en disant, oh ben les valeurs. Puis, et il y a une qui a dit, il y a des valeurs d'excellence et des valeurs de succès. Donc, généralement, quand on va aller dans les entreprises, puis dans toutes les entreprises, on va avoir un tableau qui va nous indiquer, oh ben, voici nos valeurs. On va parler, oh ben, intégrité, on est honnête, etc. On est dynamique et tout. Ce sont les valeurs. Mais c'est quoi les valeurs de succès? Puis dans les valeurs de succès, il y a l'amour, en principe. Donc, si je n'aime pas la communauté que je veux servir, donc les entrepreneurs et par conséquent, ceux qui mettent en place, je pourrais pas faire ce que je fais. Donc, je pense que c'est mon premier drive. Et j'ai un leitmotiv que on a publié sur le site internet, mais je ne sais plus si je saurais encore le dire aussi bien que la manière dont on l'a écrit. C'est que derrière chaque dossier, il y a une histoire à raconter. Derrière chaque dossier, il y a un parcours qui a débuté et il y a encore un processus à mettre en place. Je paraphrase un petit peu comme ça. Puis, ma grande satisfaction de pouvoir y contribuer. Donc, contribuer à l'histoire, de pouvoir participer au parcours, de pouvoir changer les vies. Donc, je pense que c'est vraiment ça mon drive. Oui. Merci beaucoup. Merci de Merci. nous avoir reçus dans vos bureaux. Puis, ben, les gens vont écouter. Je vais retenir que pour la clinique, j'ai vite d'affaires. Et c'est sûr que, éventuellement, le genre de comptable, puis les gens de ces professions-là, ils en avaient encore et toujours besoin. Mhm. Et, donner la clinique, continuer à la faire vivre. Et puis, au niveau des formations, ben, je pense que oui, les entrepreneurs en ont besoin. On- Parce que, alors, j'aime beaucoup votre terme, votre nom, programme de résilience entrepreneuriat. Je pense que ça interpelle quand même beaucoup de gens. Puis, tout ce qu'on peut souhaiter, ben, c'est grand succès dans cette initiative. Bon, je vais vous suivre. Merci. Donc, je viendrai à mes membres sûrement vous dire, est-ce que vous voulez qu'on fasse un bilan? Mais c'est sûr, mais c'est sûr. On se reparle. Mais justement, j'y ai pensé. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse se voir pour faire un bilan, où est-ce qu'on en est, etc. Puis il y a également notre standard téléphonique qui est ouvert pour la clinique juridique. Oui, tout à fait. Oui. Donnez le numéro, même si on va le mettre aussi en bande sur sur la vidéo, mais donnez-nous quand même le numéro de Oui. la clinique. OK. Le numéro de la clinique, c'est le 514-897 71 11. 897 71 11. Oui. Merci. Merci. À la prochaine.